Bonjour, bienvenue dans Pulse, le podcast de Capsule Média qui décrypte les tendances de la formation professionnelle en entreprise. Aujourd'hui, on reçoit Coralie Delphos, directrice du développement et de la transformation de la CNAV. Bonjour Coralie. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Coralie, je te laisse te présenter, nous expliquer ton périmètre. Donc, je suis en effet directrice développement et transformation RH à l'assurance retraite Caisse Nationale. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'assurance retraite Caisse Nationale, donc on est finalement la mission de service public qui gère la retraite en France, avec une double casquette côté Caisse Nationale, c'est-à-dire qu'on est aussi bien ceux qui vont gérer le périmètre Île-de-France que ceux qui vont être à la tête finalement du réseau de CARSAT, que peut-être certains et certaines connaissent en région, qui gère du coup en région la retraite de base. Mon périmètre, pour y venir plus directement, donc moi j'aime à dire que mon périmètre c'est l'expérience collaborateur au sens large du terme, c'est-à-dire que ça démarre avec le recrutement. J'ai des équipes recrutement, accompagnement et gestion de carrière sous ma responsabilité. Vient ensuite les équipes formation, je pense qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui, avec une double dimension, encore une fois, nationale, établissement, qui amène à une petite saveur particulière dans notre organisation. Un pôle qui est vraiment dédié à la veille, à la transformation, qu'elle soit RH ou qu'elle soit métier. Donc on a vraiment ces deux jambes-là et on va le voir, c'est hyper important quand on parle des enjeux de formation. J'ai la mission diversité et inclusion également avec moi, avec la petite touche particulière, en tout cas l'attention particulière qu'on a toujours accordée à la question du handicap, évidemment, qui est inclus. Et j'ai également avec moi un pôle coaching qui est peut-être parfois un petit peu moins cité quand on décrit le grand univers de la Caisse nationale et qui pour autant, en tout cas sur le sujet du jour, de la formation, de l'accompagnement, a été vraiment un choix à un moment donné d'investir sur cette dimension-là. Alors, juste pour rentrer un peu plus, la partie formation, aujourd'hui, c'est structuré comment l'équipe Là, j'ai compris qu'il y a quelque chose au niveau national et puis au niveau départemental, c'est ça ? Alors, on a la particularité, la DRHT particulièrement, donc la Direction des relations humaines et de la transformation, d'être hybride. En réalité, on a les deux volets, c'est-à-dire que moi, mes équipes formation, donc j'en ai une qui va être un petit peu plus sur des sujets de transformation métier, d'accompagnement métier, de la compétence métier, et une autre qui va être un peu plus sur les fonctions transverses et support, mais qui va également avoir, c'est le charme de cette direction, un petit pôle de formateurs, enfin pas si petit en réalité, qui accompagnent eux, les salariés de l'Île-de-France sur des questions de formation support transverse, mais aussi sur des formations métiers pures, c'est-à-dire le réglementaire de la retraite sur lequel on forme évidemment nos salariés. Et donc, on a les deux dimensions, je disais, c'est-à-dire que aussi bien on forme nos salariés, on va dire, qui sont en propre, mais on anime aussi un réseau de CARSAT, où dans chaque CARSAT, finalement, il y a un responsable formation qui lui-même a sa politique formation dans son organisme. Nous, on vient finalement alimenter, décliner des orientations stratégiques, venir finalement nourrir ce réseau-là, dans une dynamique un peu de tête de groupe. Encore une fois, on est avec la particularité quand même, et c'est la chance qu'on a d'avoir 15 CARSAT, donc 15 interlocuteurs globalement, ce qui nous permet d'être peu dans une logique prescriptive, mais beaucoup dans la co-construction avec notre réseau. Donc, je ne sais pas comment parfois le vivent mes équipes formation. Moi, je dirais que c'est passionnant parce qu'en fait, finalement, ils font l'ascenseur entre les orientations stratégiques pour un groupe et en même temps, la déclinaison, finalement, sur un périmètre qui est peu ou prou celui d'une CARSAT, une grosse CARSAT quand même, parce qu'on parle de l'Île-de-France, où ils vont finalement venir faire la même chose que leurs homologues en région. Tu n'as pas précisé le nombre de collaborateurs ? C'est une bonne question. Combien de collaborateurs dans les équipes formation ? Non, mais même au global, là, on parle de quel périmètre ? L'assurance retraite, c'est 14 000 collaborateurs. Ça, c'est l'assurance retraite. La Caisse nationale, c'est 3 500 collaborateurs répartis entre des fonctions qui sont assez différentes en plus par ailleurs, où on va avoir, je dirais, à peu près un gros tiers de l'effectif qui est sur de la fonction informatique, sans doute un gros tiers de l'effectif qui va être sur de la fonction plus métier de ceux qui finalement font la retraite en France, et puis un tiers de fonctions plus nationales, en l'occurrence dans une dimension d'animation, de pilotage de ce réseau que j'ai pu décrire. Là tu as parlé au début du coaching, donc là j'ai l'impression que c'est un pôle qui est assez récent.
ou pas. Du coup, la question est plus pourquoi du coup il n'a pas été dans le même avec la formation, il a été à part et en quoi ça constitue aujourd'hui les missions de ce pôle? Alors déjà, c'est pas si récent, enfin, ça fait quand même quelques années, maintenant qu'on a mis en place et d'ailleurs c'est assez intéressant puisque là, au niveau de la sécurité sociale, au niveau de l'UCANS qui chapeaute finalement, les 5 branches pardon de la sécurité sociale, maintenant se développe un réseau de coachs aussi, à cet endroit pour justement avoir, cette, ressource qui aujourd'hui existe peut-être de part et d'autre au sein, d'organismes parce que certains ont fait le choix stratégique, là, de regrouper les forces de manière à nourrir, le réseau de la sécurité sociale dans son ensemble sur cette question-là. Je pense qu'on a été assez avant-gardiste, en effet, côté assurance retraite. Ça fait quelques années qu'on l'a mis en place parce qu'aussi, je vais être honnête, on avait des personnes qui avaient ces certifications, qui étaient intéressées de développer cette dynamique de coaching et des enjeux de transformation, d'accompagnement de situations qui vont être particulières, mais surtout d'accompagnement managérial parce qu'en réalité, le coaching, il est essentiellement centré pour les managers, de comment on fait monter en charge des managers, des primo-managers, mais pas que, des managers qui ont une nouvelle équipe, des managers qui se retrouvent dans une configuration où ils ont besoin de faire un pas de côté sur leur pratique parce qu'après tout, on mise beaucoup sur les primo-accédants, on donne tout pour les primo-accédants, mais moi j'ai un effectif, en l'occurrence, ça fait pour certains des années et des années qu'ils sont là. Donc la question se pose aussi, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et eux, pour le coup, la question du coaching peut être évidemment pertinente. Et puis cette deuxième dimension que gère ce pôle-là, c'est le co-développement. Ils ont vraiment en charge d'animer des ateliers de co-développement, plus ou moins thématisés auprès de managers, où là, en l'occurrence, si on est dans le questionnement de la modalité de formation aujourd'hui qu'on peut juger pertinente, moi je suis assez convaincue que les bancs de classe, entre guillemets, ou la formation descendante assez classique, elle a plus d'avenir, ou en tout cas, elle a peu d'avenir. On apprend de soi, en premier lieu. Le coaching, je pense, nourrit cette partie-là. On apprend des autres en second lieu. Et là, le co-développement vient remettre là cette dimension, plutôt que de l'apport d'outils assez théoriques où les managers disent OK, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment mon voisin ou ma voisine, finalement, elle a mis ça en place de manière très concrète et pour répondre à quel sujet concret. C'est quoi les grands enjeux de formation aujourd'hui? Des enjeux de transfo? On a en effet, côté assurance retraite, je vais parler un peu métier parce que quand on parle formation, en tout cas pour moi, c'est la formation est vraiment au service du métier. On a une démarche GEPPMM qui vise à identifier les grandes transformations qui touchent nos métiers, dans quelle mesure ça fait bouger les compétences, les postures. Et ça, d'ailleurs, on le fait de manière aussi stratégique en réalité, c'est-à-dire qu'on est loin de la GEPPMM cathédrale où on va passer nos 140 métiers en revue et puis en fait, une fois qu'on a terminé, c'est déjà caduc. On vient vraiment viser les métiers qui, en l'occurrence, font l'objet de grosses transformations et notre cœur métier, je dirais, en tout cas le cœur métier retraite, il est vraiment soumis à des transformations qui sont pour le coup pas anecdotiques dans ce que ça fait bouger, je dirais, dans la posture des collaborateurs. Donc en effet, on a un vrai enjeu là-dessus où on passe peut-être d'un métier qui... je vais le dire de manière très caricaturale, très simpliste, et en plus, j'y étais même pas à l'époque. Je dirais pas que j'étais pas née, mais presque. D'un métier où, en tout cas, on était vraiment dans une logique de traitement de dossiers, avec des dossiers papier. Puis est venue la digitalisation qui a déjà changé la pratique métier et qui a amené à accompagner les collaborateurs sur cette question-là, de comment je prends en main des outils. Mais c'est encore le cas aujourd'hui en réalité parce que les outils bougent en permanence. On pourrait parler de l'intelligence artificielle, mais même sans ça, en fait, les outils bougent et évoluent. On a la question d'orientation, je dirais pas politique, mais de quel service on rend à l'assuré. Les attentes des assurés évoluent, ils sont de plus en plus exigeants. Avec la digitalisation, ça nous permet aussi d'entretenir une autre relation avec les assurés. Ça leur permet d'eux-mêmes déposer des dossiers en ligne sur un portail, etc. Ce qui fait que là où avant peut-être on avait un peu plus un effet tunnel, un peu plus éloigné de l'assuré, en tout cas à une époque, aujourd'hui l'orientation c'est vraiment demain, mais déjà dès aujourd'hui, d'être en contact avec l'assuré en permanence, tout au long de sa vie, à des moments clés en tout cas vis-à-vis de la retraite qui sont pertinents. Donc ça veut dire plus de proactivité,
Ça veut dire, pour des personnes qui ne le faisaient peut-être pas avant, décrocher son téléphone et parler à des assurés. Ça veut dire d'avoir une politique du aller vers, c'est-à-dire que dans l'assurance retraite, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne demandent pas leur droit à la retraite. Et ces gens-là, nous, on a une mission de service public, il faut aller les chercher. Donc, ça ne va pas demander la même posture, ça ne va pas demander le même message, évidemment, que la personne qui appelle parce qu'elle n'est pas contente, parce que son dossier n'a pas été traité, de la personne qui est, pour le coup, assez normale et qui demande juste quelques infos. Donc, on voit bien qu'ils ont une palette aujourd'hui dans la relation avec client, puisque c'est le mot qu'on utilise même dans le service public aujourd'hui, qui est plus du tout la même et qui amène à un véritable changement de posture. Et ça, en effet, il faut l'accompagner avec des publics qui, en l'occurrence, sont là depuis aussi longtemps chez nous. Et c'est le gros avantage que l'on a. Je pense qu'on a une belle maison. Les gens, ils sont heureux. Ils y restent longtemps. Et donc, ça veut dire aussi comment on arrive à accompagner des personnes qui ont vécu plein d'évolutions, en fait, finalement, de leur quand on métier. t'écoute, on a l'impression qu'on passe de métier de gestionnaire administratif à des métiers de la relation client, qui sont deux métiers quand même très opposés, en fait. Donc avec des profils qui étaient plutôt habitués à faire du traitement papier puis digital. Et finalement, aujourd'hui, on leur dit, faut aller au contact, faut appeler les clients, nous, en fait, quand on arrive à peut-être 1 an, 2 ans de la retraite et quand on y est. Du coup, ça demande quand même une transformation assez radicale en matière de compétences comportementales déjà. Ouais, clairement, oui, c'est là où il y a un changement de braquet qui s'opère. Après, qui n'est pas non plus violent. C'est-à-dire que c'est des petites choses qui, petit à petit, par la digitalisation, par le déploiement d'un outil, par le déploiement d'une certaine procédure, les amènent petit à petit. Et c'est là où on a un enjeu de transformation au long cours. C'est-à-dire que la formation, elle vient répondre à ça aussi. C'est finalement quels éléments on va venir mettre dans le temps de manière à accompagner doucement vers cette transition-là. Et puis évidemment, avec des enjeux qui sont différents pour des personnes qui vont arriver maintenant, où on vient plus chercher la même chose dans le processus de recrutement. Évidemment, on va aller chercher beaucoup plus peut-être qu'il y a une dizaine d'années, avec des appétences qui sont en effet tout à fait différentes. Et donc, se pose aussi la question de la personnalisation de la formation face à des profils qui peuvent être assez divers et variés. Mais en effet, c'est un changement qui est pas anecdotique. Avec en plus, je vais dériver sur un autre sujet, mais un enjeu par les outils, par la digitalisation, sans aller jusqu'à l'intelligence artificielle, j'irai même pas jusque-là, mais une question de compétences peut-être, ou en tout cas de tâches qui étaient plus simples, qui s'effacent. Donc on a un enjeu côté formation de comment je fais monter en compétences des personnes alors même que ce qui est simple s'efface. Comment je les amène sur de la complexité dès les premiers instants quasiment où ils arrivent à l'assurance retraite. Donc c'est ça nos enjeux aussi, parce que le métier n'est pas que du métier de la relation client. La retraite, c'est complexe. La retraite, elle bouge tous les jours quasiment. Là, on en a une dernière réforme, on aura sans doute d'autres à venir. La retraite, il ne faut pas oublier qu'on reconstitue la carrière de personnes sur une quarantaine d'années, avec une politique sociale aussi qui entoure la retraite. Pour vous prendre un exemple très concret, je ne connais pas les textes de loi par cœur, je ne suis pas pour le coup dans le métier retraite, mais on sait qu'il y a des lois. Un exemple très concret, si quelqu'un, généralement plutôt un homme, on ne va pas se mentir, est condamné pour violence conjugale, il y a des dispositions qui existent pour faire en sorte que la personne ne touche pas la pension réversion de sa femme au moment où elle meurt. Vous voyez bien le niveau de détail dans lequel je vais législatif là, par cet exemple-là, ça dit quelque chose de la complexité de la retraite qui ne sera pas la même que quand on est sur des périodes plus restreintes ou sur du traitement, en effet, si je prends le reste de l'univers sécurité sociale, où on est sur des traitements peut-être, en tout cas, qui ne touchent pas toute la vie d'une personne. Et du coup, c'est quoi les solutions que vous avez apportées jusqu'à maintenant, donc en termes de formation? Quelle est la stratégie concrètement? Est-ce que vous êtes aussi que sur du présentiel où il y a du digital? Comment le digital et le présentiel se marient? Voilà, un peu tout ça.
Alors, on aura plusieurs stratégies en réalité quand même, parce que si je prends le cœur métier, on a une formation initiale qui dure 18 mois. En tout cas, pour vraiment nos conseillers retraite, ça dure 18 mois. C'est beaucoup de choses en effet, comme je le disais, à leur faire ingurgiter, pardonnez-moi de l'expression, mais c'est ça, hein, il y a une réglementation, il faut à un moment donné, il faut comprendre l'outil, il faut comprendre comment il fonctionne, etc. Donc on a essayé d'avoir un découpage assez optimal quand même, que les choses arrivent au bon moment, et surtout des grosses périodes de, en fait, vous allez vous entraîner sur des vrais dossiers, parce que à un moment donné, c'est bien beau la théorie de comment l'outil fonctionne ou la réglementation fonctionne, mais en fait, il faut des vraies périodes d'immersion avec des personnes qui sont vraiment techniquement à côté d'elles, la supervision très rapprochée, une dimension presque très individualisée, avec quand même aujourd'hui sur cet aspect-là du présentiel qui est encore là, parce que c'est tellement complexe que c'est plus facile aussi de faire de la supervision avec quelqu'un à côté de soi qu'à distance. Enfin, je pose la question, un superviseur ou une superviseuse, comment elle va ou il va aller suivre les uns et les autres s'ils sont à distance, c'est plus complexe. Après, on le fait. On le fait quand même parce qu'évidemment, les attentes de conciliation vie pro, vie perso, le souhait de flexibilité, quand on a 18 mois de formation, il faut bien à un moment donné quand même aussi réussir à l'implémenter dans ces gros dispositifs. Pour ce qui est du reste, parce mes départements de formation ne s'occupent pas que de ces formations-là, on est vraiment sur en effet une logique de blended learning. Enfin, clairement, on a de l'hybride, on a des modules qui vont être en distanciel, en asynchrone, on a des moments où on va rassembler les gens quand même en formation, avec une tendance quand même post-crise sanitaire, où je crois qu'on a eu un gros balancier, on digitalise parce que obligation, et du coup on s'accoutume à ça. En plus, je pense qu'à ce moment-là, on trouvait tout ça assez sympa finalement de ne pas avoir à se déplacer pour aller en formation. Je pense maintenant, 4 ans après, en le disant, je me rends compte que ça commence à faire loin. 4 ans après, les gens demandent à se retrouver quand même. Ils revoient l'intérêt de la formation, d'être plusieurs jours avec un collectif, de créer un lien qui quand même ne se crée pas à distance, de pouvoir se déconnecter vraiment de son activité, parce que quand on est à distance, oui, il y a Outlook qui est ouvert, il y a Teams qui est ouvert, on est vite tenté quand même d'aller voir 2 trucs à droite et à gauche. Donc on est quand même dans une logique de blended learning, mais je pense qu'il faut de plus en plus qu'on pense parcours, quoi. C'est plutôt que de mettre à disposition des tas et des tas de ressources, sans un peu nudger, de dire en fait le chemin quand même il est celui-là et on va vous aider, parce que sinon trop de ressources tue la ressource, et les gens disant mais moi j'ai pas le temps, je sais de toute façon pas où est-ce que je trouve les choses. D'avoir un parcours, de dire première étape, vous suivez tel module, deuxième étape il y aura une formation, troisième étape il y aura du co-développement sur telle question, on se reverra X mois après. Voilà, d'avoir vraiment cette logique de parcours. En tout cas, moi j'y crois. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille là-dessus, et c'est ce qui fera la valeur ajoutée de la formation, avec je pense aussi un investissement managérial dans la formation. Aujourd'hui, j'ai un enjeu que les personnes qui partent en formation, ce que j'ai envie de suivre comme indicateur, c'est pas le taux de déploiement. Évidemment, je vais m'y intéresser. J'ai besoin et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très fort, je pense, à l'assurance retraite. On a une capacité à former un nombre important de personnes, et on le fait, et ça nous tient à cœur. Et moi, mon indicateur qui m'intéresse, c'est pas tant la satisfaction des personnes, qu'elles aient passé un bon moment, c'est chouette. Je suis très contente si elles ont passé un bon moment. Par contre, moi, la question, c'est est-ce qu'à la fin, elles ont l'impression d'avoir appris quelque chose, et est-ce qu'à la fin, ça les amène vraiment à évoluer en termes de compétences et à les mettre plus à l'aise par rapport aux Et comment attendus. tu mesures cette performance, justement, des formations pour savoir si effectivement elles ont atteint leur objectif ? Mais c'est un travail sur lequel on planche, parce que c'est pas si évident en réalité. Ça demande quand même beaucoup d'outillage dans une fonction, la formation. Je sais pas ce que vous diront En fait, nous, souvent, quand on pose la question, en face, il y a un enjeu business. Donc, c'est généralement, ça va être rattaché à l'atteinte des objectifs business. C'est-à-dire, OK, les formations ont fonctionné, on a pu constater, c'est un exemple, une augmentation des ventes sur tel BU. Donc voilà, ça, c'est un indicateur. Mais vous n'êtes pas impacté par ça. Vous êtes principalement sur du respect de la réglementation et du qualitatif. Est-ce qu'il y a quand même un enjeu business ?
Oui, on peut parler de performance dans le service public. C'est pas du business, mais on a un enjeu de performance, évidemment. On a des enjeux de production. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un lot de dossiers retraite à sortir et il faut que ça sorte. Donc, il y a quand même un enjeu, d'une certaine manière, de productivité. Alors, à modérer à certains endroits, mais on a un enjeu, évidemment, de productivité. On a un enjeu de qualité, que les personnes aient bien le bon droit, que ce soit juste, en tout cas, la retraite qu'elles vont percevoir ou autres prestations par ailleurs. Donc, oui, il y a un enjeu de performance. Et côté métier, c'est ces choses-là qu'on va aller regarder, en effet, avec quand même toute la précaution gardée sur la notion de productivité, qui, je pense, est très dépassée sur, comme je vous le disais, des métiers qui sont éminemment complexes, de parler de productivité. Évidemment qu'il y a des indicateurs quantitatifs à suivre, des choses qui permettent de un peu, comment dire, avoir un pilotage de l'activité. Néanmoins, ce mode un peu tayloriste de la productivité, il a complètement ses défauts dans des fonctions qui sont très intellectuelles, très complexes, où ça voudrait dire que telle personne doit traiter X dossiers par jour. Enfin, c'est complètement, en l'occurrence, complètement dépassé. Ouais, Mais néanmoins, on on a regarde la ces, nature des dossiers, c'est pas possible en plus. C'est très changeant d'un dossier à l'autre. c'est assez changeant. Après, il y a quelque chose qui est très culturellement ancré. Et là, typiquement, nous, cette année, on a vraiment, et ça se place dans la droite lignée d'autres choses qu'on a pu pousser les années précédentes, mais on interroge la question du management de la performance, où on est venu accoler le mot durable. C'est-à-dire que la performance, le pilotage par les indicateurs, on a besoin des indicateurs pour piloter la performance. Néanmoins, c'est pas l'alpha et l'oméga non plus, parce qu'on voit bien entre une équipe où ça fonctionne et une équipe où ça fonctionne pas. Souvent, quand on regarde, c'est pas le pilotage des indicateurs qui fait la différence. C'est comment le manager anime le collectif de travail, comment il manage les injonctions un peu contradictoires, paradoxales auxquelles il peut être confronté entre d'un côté il faut répondre à l'objectif à court terme, d'un côté il faut que tu prépares tes salariés au monde de demain, de l'autre tu dois participer au chantier de transformation. Et donc on voit bien que le bon manager finalement est celui qui arrive à avoir une performance et une performance durable. C'est quand même celui qui, en l'occurrence, ne s'intéresse pas qu'aux indicateurs et qui va aller chercher les autres leviers de performance. Du coup, c'est quoi la relation aujourd'hui que vous avez avec les managers, du coup, vu que j'ai l'impression qu'il y a un grand accompagnement qui est fait dans leur montée en compétences, mais normalement, ils jouent aussi un rôle sur la relation avec le reste des collaborateurs. J'ai des équipes formation qui voient quand même régulièrement les managers. Enfin, alors pas tous. Enfin, évidemment, moi j'ai, me semble-t-il, à peu près, on a 500 managers juste à l'échelle de la Caisse nationale. Ils vont pas parler aux 500 managers tous les jours. En revanche, il y a évidemment des moments clés dans l'année où ils vont aller parler aux managers et notamment évidemment à toutes les échelles, au moment des entretiens annuels, au moment des entretiens professionnels, au moment où on réfléchit au plan de développement des compétences pour l'année à venir. Tous ces moments-là sont des moments d'interaction et d'autres moments plus informels comme les amphiveux, les journées du personnel, ces choses qui sont de l'ordre de la sociabilité d'une entreprise. Finalement, c'est des moments où aussi on capte des choses. Alors oui, ça rentre pas dans une case d'un tableau Excel de reporting, mais c'est cette matière-là aussi qu'on va chercher. Et puis, moi j'ai la chance, ma direction, j'ai les personnes en charge du recrutement qui sont juste à côté. Et ces personnes-là, elles sont encore plus en lien quotidien avec les managers, puisque les managers sont nécessairement impliqués dans la définition des postes à recruter et dans le recrutement. Donc il y a quand même un dialogue aussi, évidemment, dans ma direction qui se crée entre, d'un côté, le recrutement qui a plein d'informations, de l'autre, ceux qui sont un peu plus sur l'accompagnement de gestion de carrière, sur le traitement aussi de situations individuelles qui peuvent être complexes. En fait, il y a un temps de partage autour de ces situations-là. Enfin, on a une dynamique très transverse en fait dans cette direction, ce qui fait qu'in fine, même sans les avoir en quotidien, en tout cas en face de nous, on a toujours quelqu'un qui est en contact avec eux à un certain endroit, avec des moments quand même clés qui sont là pour engager le dialogue. Mais ils co-construisent pas les formations. Eh bien, pas toutes, mais sur certaines structurantes, si.
En l'occurrence, en tout cas, on a une implication dans nos dispositifs d'ingénierie pédagogique où on va impliquer les managers dans la construction de l'ingénierie pédagogique avec un équilibre à trouver entre, d'un côté, ce que eux souhaiteraient pour leur pratique de manière très concrète, très opérationnelle et parfois très la tête dans le guidon. Et nous qui leur disons, ouais, mais il y a d'autres choses aussi importantes et justement, la formation est là parfois pour sortir un peu la tête de l'eau et regarder un petit peu justement un peu plus loin que les enjeux à court terme qu'on identifie. Donc, avec cet équilibre-là à trouver, mais là, typiquement, on vient de finir un bilan sur la formation de nos primo-managers. L'enquête, on l'a fait auprès de managers. On ne l'a pas fait, nous, DRHT, dans notre coin tout seul. On est allé voir les managers, on est allé voir les managers de ces managers en leur demandant alors concrètement le avant-après, quel impact vous identifiez-vous de la formation? Qu'est-ce que ça a changé dans la pratique de ces managers-là? Et en ayant en plus une logique chez nous, on a un parcours pour les primo-accédants, mais en réalité, c'est 9 parcours différents. Parce qu'il y a cette logique de personnalisation et que le manager de proximité d'une agence retraite, le manager d'une équipe d'experts, le manager de managers, les besoins ne sont pas les mêmes. Et en plus, on va venir croiser ça, et c'est pour ça que je disais 9 à minima, avec le positionnement qu'ils ont par rapport à l'organisation. Est-ce que c'est des gens qui sont à la CNAV depuis longtemps et qui connaissent quand même l'écosystème et qui n'ont pas besoin d'être embarqués? Est-ce que c'est des managers qui le connaissent plutôt bien mais n'ont jamais eu d'expérience managériale ou un coup de chance, ils ont l'expérience managériale et ils connaissent bien la maison. Du coup, là, il y a des choses, on va pas venir les embêter sur un certain nombre de sujets où ils connaissent. Donc, plutôt impliqués, si je résume. Et est-ce que dans les modalités de formation, vous encouragez la formation entre pairs? Est-ce que les salariés eux-mêmes peuvent créer des petits modules de formation destinés à leurs collègues, par exemple un expert en dossier retraite sur une problématique particulière? Est-ce qu'il est, lui, en capacité de créer des formats pour accompagner ses collègues? Est-ce que c'est quelque chose qui est développé? Alors oui, c'est développé dans le management au quotidien des équipes. Ils ont des temps dans l'animation des collectifs. Le boulot des managers, c'est ça aussi, gérer la connaissance, gérer les compétences clés, sans avoir forcément une énorme brique de formation qui vient derrière. Dire en fait, on sait qu'on a X personnes qui est experte sur tel sujet, celle-là aussi. Au-delà d'un enjeu de construire une formation pour apprendre aux autres, juste cette personne-là, elle est proche de la retraite. Donc en fait, il va falloir qu'elle transmette à un moment donné. Ça, c'est le management au quotidien et c'est des choses qui se font au local et qui ne demandent pas une ingénierie de formation particulièrement. Après, là où on va impliquer peut-être plus dans une logique de formation construite les salariés, ça va être... Alors, sur certains sujets... Alors là, je pensais pas à des formations, je pensais plus à des formations type micro-learning. J'étais plutôt sur ça, parce que je pense que ça peut s'adapter à ce type de population avec, je sais pas, un gestionnaire qui se dit « Ah, je sais pas comment on fait ça, tac ». Il va trouver un micro-learning qui répond d'un expert qui est peut-être pas dans le même CARSAT, mais dans un autre, qui a rencontré la problématique et qui l'a détaillé dans une vidéo ou un post, comme ça se fait aujourd'hui en social learning, en fait. Ouais. C'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment à l'échelle nationale, parce qu'en effet, on se rend bien compte qu'il y a plein de petites initiatives à droite et à gauche De faire qui un existent. réseau social de la formation quelque part interne. Mais on a quand même, pour répondre à la question, nous, à l'assurance retraite, on a ce qu'on appelle la petite entreprise, où on a justement demandé à des salariés de CARSAT volontaires, donc l'occasion de mélanger le national, les CARSAT, etc., de se poser sur cette question de la formation de demain. Et en effet, ce qu'il en est ressorti, c'est exactement ça. C'est d'avoir des micro-modules assez courts, et puis d'ailleurs souvent associés à des fiches, évidemment, des modules très courts sous un format plus ludique qu'on peut avoir aussi par ailleurs. Moi, j'ai le souvenir d'une micro-vidéo sous format bref pour expliquer la question de la cession des biens immobiliers, la prise
prise en compte dans le calcul des droits pour la retraite. Alors, je pense qu'il y a un conseiller la retraite qui m'écoute, il doit dire que je dis absolument n'importe quoi. Mais c'était l'objet et pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. En effet, c'est court. Après, la question que l'on se pose, nous, sur ce genre de module-là, c'est comment industrialiser quand même un petit peu ça, parce que ça demande quand même une implication des collaborateurs et qui aujourd'hui, certains le font par engagement, d'autres, en l'occurrence, se disent concrètement par rapport aujourd'hui aux attendus qu'il peut y avoir en termes de performance, je n'ai pas l'énergie ou en tout cas je considère pas avoir la bande passante pour pouvoir m'investir sur ces sujets-là. Après, c'est là où il y a question de la performance que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment on valorise ça aussi dans cette transformation-là. C'est-à-dire, et moi là je lance une expérimentation dans une direction vraiment métier côté Caisse nationale, où l'idée, c'est de ne plus manager uniquement et notamment dans la définition des objectifs par des objectifs chiffrés quantitatifs, mais des objectifs collectifs sur le pur métier, mais sur l'à côté qui fait la performance aussi. Et donc typiquement, ce genre de questions, on peut venir aussi les appréhender de cette manière-là, de manière à dire en fait, ça a une valeur pour la performance et on vient le valoriser à un endroit. Mais on en est, je pense, au début et c'est une voie qu'on explore. Du coup, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez ou vous comptez travailler dans les prochains mois, prochaines années, hein, si vous avez une idée, si on a une idée sur ça. Peut-être pour parler un peu moins du métier et du reste, si je prends les sujets un peu plus transverses, parce que ça reste quand même des gros projets, je dirais qu'on a 3 piliers, enfin en tout cas 3 sujets sur lesquels on a à travailler. Le premier, c'est vraiment la question de la transition numérique. Enfin, pour nous, elle est pas du tout derrière nous. Enfin, on a, comme je le disais, des outils qui changent en permanence. On a un enjeu de protection des données qui est hyper fort. L'assurance retraite, on gère la retraite de 14 millions, me semble-t-il, de retraités en France. 14 millions de retraités et toutes les données qui vont derrière. On a un enjeu évidemment sur juste les outils bureautiques classiques qui évoluent super vite. On voit bien Teams, ils ont changé de version là encore, mais en fait, pour des gens peut-être qui sont très accoutumés de ces outils-là, il n'y a pas tant de sujets, mais on a aussi plein d'autres qui sont beaucoup moins à l'aise avec cette question-là. Donc on doit réussir à ne pas les perdre en route, ces personnes-là. Et ça, c'est un enjeu. Et pour le coup, on a une démarche que je trouve assez intéressante qu'on a déployée qui s'appelle PIX, où on est vraiment sur de l'autodiagnostic de la compétence numérique avec un système qui, et c'est là je remercie l'intelligence artificielle d'arriver sur le terrain de la formation, qui vient s'adapter en fonction finalement du niveau de difficulté des réponses qui sont apportées par la personne qui passe le module. Donc ça, c'est génial parce qu'on a un autodiagnostic où ça se complexifie si la personne est bonne, ça se simplifie si la personne elle est un peu plus en retrait. Ça, c'est des dispositifs qui sont sur ces champs-là hyper intéressants à explorer. Et puis enfin, on a le sujet de l'intelligence artificielle quand même. Là, pour l'instant, je pense que tout le monde se pose encore la question de dans quelle mesure ça va impacter mes métiers, comment je vais ouvrir l'accès ou pas à mes collaborateurs sur la question. Mais on aura un enjeu d'acculturation, il est évident, sur la question de l'intelligence artificielle, parce que sinon on va passer à côté. Si les gens jouent juste à ChatGPT en ne sachant pas rédiger un prompt qui leur permette d'obtenir quelque chose, l'intelligence artificielle, en tout cas sur ce volet-là d'IA généraliste si je prends cet exemple-là, n'aura pas grand intérêt. Donc ça, c'est un premier quand même champ qui est assez large. Le deuxième champ, c'est celui de la QVCT et de la santé mentale aussi. Et je pense qu'il y a vraiment une question, alors que je l'entends peu, j'en entends pas beaucoup parler. C'est-à-dire qu'on parle souvent des managers sur cette question. On parle assez peu des collaborateurs et de leur propre rôle qu'ils ont dans le management de leur propre existence finalement. Et la question de l'autorégulation, la question de l'automotivation, la question de l'auto-apprentissage aussi dans un monde qui est mouvant. Toutes ces questions-là, je pense qu'on doit réussir à les adresser sur ce plan-là. Et la deuxième question, sur le plan des conditions de travail, la question du dialogue réel autour du travail.
Ça, il y a un enjeu de managérial, mais pour que les gens parlent vraiment du travail et résolvent à leur échelle des Mm. sujets relatifs au travail, il faut qu'ils apprennent à se parler. Il faut qu'ils apprennent à prendre le recul sur un certain nombre de choses. Il faut qu'ils apprennent à connaître et prendre en compte l'écosystème qui les entoure. Il faut qu'ils apprennent à faire preuve un peu d'empathie, de comprendre que leur situation, ils la vivent de cette manière-là, mais que l'autre en face la vit pas de la même manière. Donc il y a quand même, par rapport à cette question du dialogue, qui je pense est une cible souhaitable et de toute façon inévitable, et c'est pas nouveau, hein. Christophe Dejour en parle depuis des années, et même depuis des décennies sans doute. Il faut accompagner les gens aussi à dialoguer sur ces questions-là. Et je fais le lien d'ailleurs avec le sujet de la diversité et de l'inclusion. On le voit bien sur le sujet de la diversité et l'inclusion, la simple sensibilisation, entre guillemets, à dire on a tous des biais cognitifs, voilà, maintenant que vous le savez, bah, vous allez y faire attention, ça marche pas. En réalité, la recherche le dit, ça fonctionne pas. Par contre, de se poser la question de c'est quoi les conditions qui créent un environnement de travail sécurisant avec une forme de sécurité psychologique, c'est la question des compétences, pour le coup, un peu plus émotionnelles, des questions un peu plus, je dirais, que je rattacherais à cette notion d'intelligence situationnelle. Moi, on me demande tous les jours, diversité, inclusion, Coralie, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais il faut qu'on développe l'intelligence situationnelle des personnes, hein, parce que juste la liste de ce qu'il y aurait à faire ou pas faire fonctionnera pas, puisque c'est dépendant d'un contexte. Donc on a un véritable enjeu sur ces questions un peu Mm. QVCT qui embrassent énormément de choses. Et enfin, le dernier, et je m'en arrêterai là, c'est la question écologique aussi. C'est comment finalement on embarque nos collaborateurs sur ces questions-là, qui ont pour certains et certaines une grosse appétence en plus personnelle sur la question. Donc comment on joue aussi notre rôle finalement en matière de responsabilité sociétale sur cette question-là, avec des projets évidemment sur notre empreinte carbone, mais de l'autre aussi sur l'accompagnement de nos collaborateurs. Et là, typiquement, nous, là, pour l'année à venir, on s'est plutôt dit, en fait, il y a des sujets sur lesquels, mais ça rebondit un peu des choses sur lesquelles on échangeait tout à l'heure, mais on va miser sur nos salariés, en fait. Sur cette question-là, il n'y a pas quelqu'un qui a plus une expertise qu'une autre. Alors oui, évidemment, on a des chefs de projet, etc., mais on a plein de personnes qui, aujourd'hui, savent animer la fresque du climat, s'intéressent à l'atelier d'automne, mais en fait, on va constituer un pool de formateurs qui sont des salariés. On leur dit, on vous libère du temps pour vous sensibilisiez vos collègues à la question typiquement environnementale. Voilà, ça fait quand même quelques enjeux Ça fait pas mal de projets déjà. Ça fait pas mal de projets, Comment on priorise Il y a quand même un point commun à tous ces projets, qui est de responsabiliser le salarié, enfin le collaborateur. C'est clair. Et alors, je dis ça un peu brutalement, mais on a fait 8-9 épisodes. C'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions avec les DRH. On est aussi sur un changement on est sur un changement radical où avant, on était plus dans une posture de se dire qu'est-ce qu'on apporte aux salariés, mais sans se dire, mais le salarié doit aussi prendre l'opportunité qu'on lui tend. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, les stratégies RH sont aussi en train de changer dans la responsabilisation des collaborateurs. Parce que si on travaille sur des plans de formation, si on travaille sur des plans de développement des compétences, encore faut-il qu'en face, le ou la collaboratrice saisisse les opportunités tendues par l'entreprise. Et ça aussi, c'est important, y compris dans le cadre d'un projet RSE. Il y a des gens qui vont passer au-dessus. C'est bien de les sensibiliser, mais il faut vraiment les engager à entrer dans l'action. Oui, et puis sur cette question de l'autonomisation, la responsabilisation, elle est réclamée par ailleurs. La question du sens, etc., elle passe aussi par cette dimension-là. Donc c'est à un moment donné d'entrer en cohérence, en effet. Et c'est parfois la difficulté, oui, qu'on peut avoir entre des personnes qui demandent une forme de flexibilité, de responsabilisation, d'autonomisation, et puis qui en même temps... dès qu'il faut se mouiller un petit peu, non, pas trop quand même. Donc, en effet, c'est un accompagnement de changement de posture. Et c'est presque une redéfinition du contrat social, par endroit qui est en train de se jouer. Et là où
Je pense qu'il y a une vision stratégique très forte portée par Jérôme Frito sur la question à l'assurance retraite depuis quelques années, qui passe aussi par la question de l'organisation du travail, soit avec notre modèle de télétravail, qui aujourd'hui on est à une enveloppe de 100 jours annuels, où on se dit qu'on laisse la main finalement au collectif et aux individus de s'organiser autour de cette question. On a la question des horaires variables, on a la question de la semaine en 4 jours qui amène d'autres enjeux. Bref, un enjeu de personnalisation de l'expérience qui amène en effet à responsabiliser aussi les individus et d'un point de vue managérial aussi, à gérer évidemment ces singularités, mais gérer aussi la question du collectif. Qu'est-ce qui fait sens dans ce collectif ? Quel est ce qui nous lie au-delà de ces singularités qui s'expriment à droite et à gauche, notamment par l'organisation du travail ? Et ça s'accompagne, oui, au niveau des managers, mais aussi au niveau des collaborateurs. On va passer à notre petite séquence quiz. Hamza, je te laisse... Oui. Alors, on a 10 questions. Assez faciles. Alors, la première, formation en ligne, révolution ou simple mode ? Bon, révolution, si tu vas choisir révolution. Pause café, véritable pause ou meilleur moment pour réseauter ? Véritable pause. Apprendre en jouant, révolution ou récréation ? Révolution. Auto-formation sur YouTube, démocratisation du savoir ou bricolage des connaissances ? Démocratisation du savoir. Les robots remplaceront-ils les formateurs, oui ou non ? Non. Formation obligatoire en entreprise, motivation ou punition ? C'est long. Et c'est ni l'un ni l'autre, on peut pas dire c'est une... T'es obligé de répondre. C'est quoi, c'est obligation ? Motivation ou punition ? Non, là, on peut pas répondre à cette question de manière... Allez, on avance. Auto-formation, autonomie ou isolement ? Autonomie. La formation, c'est un investissement ou une dépense ? Un investissement. Soft skills, indispensable ou juste un terme marketing ? Indispensable. La France est-elle un modèle de formation continue ? Oui ou non ? Non, je pense pas, non. Je pense qu'on a matière à progresser. Très bien. Merci Coralie. Merci Coralie. Merci à vous.